Un seul instant peut-il contenir toute une vie? Un simple regard, un sourire figé dans le temps par le miracle d'une plaque photographique, peut-il vraiment cacher le poids d'un secret qui changera le cours de plusieurs destins? Nous aimons croire que les photographies sont des fenêtres honnêtes sur le passé, des fragments de vérité préservés dans l'ambre du temps. Mais parfois, elles sont des masques magnifiques qui dissimulent des histoires bien plus profondes, bien plus complexes que ce que l'œil non averti peut percevoir. Regardez attentivement cette image. Nous sommes à Paris, en avril 1912. Un couple élégant, l'incarnation même de la promesse et de l'insouciance de la belle époque. Lui, la main légèrement posée sur le dossier d'une chaise en fer forgé, le regard plein d'une confiance tranquille. Elle, un chapeau orné de fleurs penché juste ce qu'il faut, un sourire timide mais lumineux, qui semble dire au monde entier que le bonheur est non seulement possible, mais qu'il est là, palpable, dans l'air printanier de la capitale. Ils s'appellent Julien et Adèle. Mais cette photographie n'est pas seulement un souvenir heureux, c'est l'un de leurs derniers. Dans quelques jours à peine, leurs noms, gravés sur un billet de première classe, sombreront avec des milliers d'autres dans les abysses glaciales de l'Atlantique Nord. Leurs noms seront sur la liste des passagers disparus du Titanic. Mais cette histoire, la leur, n'est que la surface. Restez avec moi, et à la fin de cette narration, vous ne verrez plus jamais cette image de la même manière. Vous comprendrez que le véritable protagoniste de ce drame n'est pas le couple au premier plan, mais une silhouette presque invisible en arrière-plan, et que le secret qu'elle gardait ce jour-là a traversé l'océan d'une manière que même le naufrage le plus célèbre de l'histoire n'a pu arrêter. C'est pour sauver des mémoires comme celle-ci, pour donner une voix à ceux que l'histoire a oubliés, que cette chaîne existe. Si vous croyez comme moi que chaque vie, même la plus humble, recèle une leçon universelle, alors je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo. Votre soutien est le souffle qui nous permet de continuer à exhumer ces trésors cachés du passé. Le Paris d'avril 1912 était une ville de contrastes saisissants, une symphonie où se mêlaient le claquement des sabots des chevaux sur les pavés et le toussotement des premiers moteurs à explosion. L'odeur des marrons grillés et du charbon se mariait au parfum délicat des lilas en fleurs dans les jardins du Luxembourg. C'était une ville en pleine mutation, suspendue entre un passé aristocratique et un avenir industriel vertigineux. Sur les grands boulevards, la haute société paradait dans des toilettes extravagantes, discutant des dernières pièces de théâtre, des avancées de l'aviation ou des rumeurs politiques qui agitèrent les salons. C'était le monde d'Adèle et de Julien. Un monde de cafés opulents, de dîners qui s'éternisaient et de certitudes bien ancrées. Mais à quelques mètres de là, dans les ruelles adjacentes, un autre Paris existait, un Paris de mains calleuses, de visages fatigués et d'estomacs souvent vides. C'était le Paris des ouvriers, des blanchisseuses, des vendeurs ambulants. C'était le Paris d'Élise. Si vous plissez les yeux et regardez juste au-dessus de l'épaule de Julien, dans le flou de l'arrière-plan, vous pouvez presque la deviner. Une tache de couleur plus sombre. Ce n'était pas une passante anonyme. C'était Élise, la petite marchande de violettes. Chaque jour qu'il pleuve ou qu'il vente, elle se tenait à son coin de rue, près de la terrasse du Café de la Paix, son panier en osier rempli de petits bouquets violets, liés par un fil de raffia. Pour les gens comme Adèle et Julien, elle faisait partie du décor. Une figure aussi parisienne que les fontaines Wallace ou les kiosques à journaux. Mais Élise, elle, voyait tout. Elle était la gardienne silencieuse des secrets du boulevard. Elle voyait les hommes d'affaires pressés, les amants clandestins qui se donnaient rendez-vous, les artistes affamés qui rêvaient de gloire et les dames de la haute société qui cachèrent leur tristesse derrière des voiles de soie. Elle avait appris à lire les gens, non pas par leurs paroles, mais par leurs gestes, la façon dont une main se crispait sur une canne, la rapidité d'un regard échangé, l'attention d'un sourire forcé. Son monde était un théâtre permanent, et elle en était la spectatrice la plus attentive. Adèle et Julien n'étaient moins pas des clients comme les autres. Depuis plusieurs semaines, ils venaient presque tous les jours au café. Élise avait remarqué leur rituel. Il arrivait toujours le premier, commandait un café crème et dépliait son journal, mais ses yeux balayaient constamment la rue. Puis Adèle arrivait, toujours un peu en retard, le pas léger, et le visage de Julien s'illuminait comme si le soleil venait de percer les nuages. Contrairement aux autres dames qui achetaient ses fleurs avec un geste distant, presque dédaigneux, Adèle lui souriait, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Parfois, elle lui posait une question sur sa journée, et sa voix était douce, dénuée de la condescendance à laquelle Élise était si habituée. Une connexion ténue, fragile comme une pétale de violette, s'était tissée entre la riche héritière et la pauvre marchande des rues. Élise ne savait rien de leur vie,
mais elle s'était inventé une histoire pour eux. Une histoire d'amour pur, un amour qui semblait trop parfait pour être vrai, même pour les standards des romans populaires qu'elle lisait parfois à la lueur d'une bougie. Le jour où la photo a été prise était différent. L'air était électrique. Il y avait une fébrilité dans leurs gestes, une lueur particulière dans leurs yeux. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais communiquaient par des regards chargés de promesses et d'une pointe d'anxiété. Élise la sentit immédiatement. C'était la dernière fois. Elle ne savait pas comment, mais elle en avait l'intime conviction. Lorsqu'ils se sont levés pour partir, Adèle s'est approchée d'elle. Au lieu de prendre un seul bouquet, elle a mis un billet dans la main d'Élise et lui a dit « Je les prends tous aujourd'hui, Élise ». Sa voix tremblait légèrement. Puis, alors que Julien payait l'addition à l'intérieur, Adèle s'est penchée, comme pour ajuster son gant, et a glissé quelque chose dans le panier d'Élise, sous les fleurs restantes. C'était un petit paquet enveloppé dans un mouchoir de soie, lourd et compact. « N'ouvrez surtout pas », a-t-elle murmuré, son regard implorant. « Gardez-le précieusement. C'est plus important que vous ne pouvez l'imaginer. » Un photographe de rue, flairant une bonne image, a choisi ce moment précis pour immortaliser le couple. Le déclic de l'obturateur a retenti, figeant pour l'éternité leur sourire radieux. Mais le véritable drame ne se jouait pas devant l'objectif. Il se jouait dans le silence, entre le regard effrayé d'une jeune femme riche et la main tremblante d'une marchande de fleurs qui venait, sans le savoir, de devenir la dépositaire d'un secret qui la dépassait entièrement. Le poids dans son panier semblait soudain contenir bien plus qu'un simple objet. Il contenait le poids d'une promesse, d'une fuite, et d'un destin qui allait bientôt basculer. Le couple s'éloigna, se fondant dans le flot incessant des passants sur le boulevard, et pour la première fois de sa vie, Élise se sentit complètement seule au milieu de la foule. Le bruit de la ville, d'habitude si familier, lui parvenait comme un écho lointain. Toute sa conscience était concentrée sur ce petit poids anormal au fond de son panier, dissimulé sous les dernières violettes invendues. C'était un poids physique, mais aussi un poids métaphysique. Un secret a une masse, une densité. Il courbe l'espace autour de lui, et Élise sentait cette distorsion. Ses mains, habituellement si agiles pour nouer les petits bouquets, tremblaient légèrement. Le billet qu'Adèle lui avait donné était toujours froissé dans sa paume, humide de sa propre sueur. C'était une somme considérable, assez pour vivre plusieurs semaines sans s'inquiéter. Mais l'argent n'avait aucune importance. Il était le fantôme, l'ombre de l'objet réel qui reposait maintenant sous sa garde. Chaque regard d'un passant lui semblait suspicieux. Chaque agent de police patrouillant sur le trottoir devenait une menace potentielle. La rue, son royaume, était soudain devenu un territoire hostile. Elle remballa ses quelques affaires à la hâte, le cœur battant à grands coups dans sa poitrine, et prit le chemin du retour, non pas en flânant comme à son habitude, mais d'un pas rapide et déterminé, comme si elle était poursuivie. Son trajet quotidien était un voyage à travers les strates sociales de Paris. Elle quittait les façades haussmanniennes opulentes, les vitrines scintillantes et les avenues larges et aérées pour s'enfoncer dans un labyrinthe de rues de plus en plus étroites, sombres et humides. L'odeur de parfum et de pain chaud laissait place à celle du chou bouilli et des égouts. Elle vivait au 6e et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur, dans ce qu'on appelait une chambre de bonne. Une mansarde, dont la fenêtre unique, pas plus grande qu'un mouchoir de poche, offrait une vue sur une mer de toits en zinc et de cheminées. C'était un espace minuscule, à peine assez grand pour un lit en fer, une petite table et une cruche d'eau pour sa toilette. Mais c'était son sanctuaire, le seul endroit au monde où elle était véritablement elle-même, loin des regards et des jugements. Ce jour-là, en poussant la porte, la petite pièce lui sembla à la fois un refuge et une prison. Elle verrouilla soigneusement le loquet, un geste qu'elle ne faisait presque jamais. Elle posa son panier sur la table et, avec une précaution quasi religieuse, en sortit les fleurs une par une jusqu'à ce que le petit paquet apparaisse enfin, enveloppé dans un mouchoir de soie blanche, brodé d'un simple A dans un coin. Le tissu était d'une finesse incroyable, si doux sous ses doigts rêches. Le paquet était lourd pour sa taille, et de forme rectangulaire. Une boîte, sans doute. Une boîte à bijoux? Des lettres? La curiosité la brûlait. C'était une torture. « N'ouvrez surtout pas !» La voix d'Adèle résonnait dans sa tête, un mélange de prière et d'ordre. Une partie d'Élise, la jeune fille des rues pragmatique et méfiante, lui criait de regarder. La connaissance était le pouvoir, et l'ignorance, un danger. Que contenait cette boîte qui justifiait un tel secret? Si c'était quelque chose de volé, elle était maintenant complice. Si c'était quelque chose de précieux, elle devenait une cible. Mais une autre partie d'elle, celle qui avait été touchée par la douceur inattendue d'Adèle, refusait. Ce secret n'était pas le sien. Elle n'était qu'une gardienne. Ouvrir le paquet serait une trahison, une violation de cette confiance fragile et précieuse qui avait transcendé, l'espace d'un instant,
le gouffre social qui les séparait. C'était la première fois que quelqu'un d'un monde supérieur au sien lui confiait quoi que ce soit de plus important qu'une pièce de monnaie. Cette confiance était un cadeau bien plus rare que n'importe quel bijou. Elle prit sa décision. Elle ne regarderait pas, mais il fallait le cacher. Son regard balaya la pièce. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Sous le matelas de paille, trop évident. Dans la cheminée condamnée, trop humide. Puis ses yeux se posèrent sur le plancher. Près de son lit, une des lattes de bois était légèrement descellée. Avec la pointe de son couteau à pain, elle réussit à la soulever. L'espace en dessous était sombre et poussiéreux. C'était parfait. Elle enveloppa le petit paquet dans un morceau de toile de jute pour le protéger de l'humidité et le déposa délicatement dans la cavité. Elle remit la latte en place, s'assurant qu'elle était indiscernable des autres. Le secret était en sécurité. Mais l'apaisement ne vint pas. Le secret n'était plus dans ses mains, mais il était dans sa tête, plus présent que jamais. Les jours suivants furent un supplice. Chaque matin, elle retournait à son poste, près du café de la paix, avec l'espoir absurde de revoir le couple. Mais leur table restait vide. Elle tendait l'oreille, essayant de surprendre des bribes de conversation parmi les clients fortunés, espérant entendre leur nom, un indice, n'importe quoi, rien. C'est 2 jours plus tard qu'elle trouva une piste. En balayant le trottoir à la fin de sa journée, elle aperçut un petit morceau de carton rectangulaire près du pied de la chaise où Julien s'était assis. C'était une étiquette de bagage. D'un côté, l'élégante calligraphie d'une agence de voyage parisienne. De l'autre, une destination, imprimée en lettres capitales, Cherbourg, suivie d'un nom qui, à l'époque, était sur toutes les lèvres, un nom synonyme de luxe, de modernité et d'invincibilité. Titanic. Le cœur d'Élise manqua un battement. Le Titanic, le plus grand, le plus magnifique paquebot jamais construit. Elle avait vu les images dans les journaux que les clients laissaient derrière eux. Un palais flottant, une ville sur l'eau, promis à une traversée inaugurale triomphale vers New York. Tout s'éclaira d'un coup. Leur fébrilité, leur départ précipité, le secret. Ils ne partaient pas en vacances. Ils s'enfuyaient. Ils partaient refaire leur vie en Amérique. Le petit paquet sous son plancher prit alors une toute autre dimension. Il ne contenait pas seulement un objet de valeur, mais le vestige d'une vie qu'ils laissaient derrière eux, ou peut-être la clé de celle qu'ils espéraient construire. Sa mission devenait claire. Elle n'était pas seulement la gardienne d'un secret, elle était un pont entre leur passé et leur avenir. Ce soir-là, depuis sa lucarne, Élise regarda le ciel étoilé au-dessus de Paris. Elle imagina le monstre d'acier glissant sur les eaux sombres de la Manche, puis de l'Atlantique. Elle imagina Adèle et Julien sur le pont, le vent dans leurs cheveux, regardant vers l'horizon, vers leur nouvelle vie. Une vague de tendresse et d'espoir pour ce couple qu'elle connaissait à peine la submergea. Elle se sentait liée à eux, complice de leur quête de bonheur. Elle posa la main sur le plancher, juste au-dessus de la cachette, comme pour leur envoyer une prière silencieuse, ignorant, comme le reste du monde, que le magnifique palais flottant ne voguait pas vers un avenir radieux, mais vers un rendez-vous mortel avec un géant de glace. Les jours qui suivirent le départ d'Adèle et de Julien furent étranges et irréels pour Élise. Sa vie de misère et de labeur continuait, immuable. Le froid matinal, la faim qui tiraillait son ventre, les clients indifférents, rien de tout cela n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Un fil invisible la reliait désormais à un monde de luxe et d'aventure qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Chaque jour, elle mettait de côté une précieuse pièce de monnaie pour s'acheter un journal. Elle, qui lisait à peine, déchiffrait laborieusement les articles, non pas pour les nouvelles de politique ou les faits divers parisiens, mais pour la moindre mention du Titanic. Le journal était une fenêtre magique. À travers ses pages, elle voguait avec eux. Elle s'imaginait Adèle, resplendissante dans une robe de soirée, descendant le grand escalier. Elle visualisait Julien, sur le pont promenade, fumant un cigare et regardant l'immensité de l'océan avec l'assurance d'un homme qui a conquis son destin. Elle rêvait aux orchestres, aux dîners fastueux, au bruit des glaçons dans les verres en cristal. Leur voyage était devenu son évasion, leur bonheur par procuration, une lueur chaude dans la grisaille de son existence. Dans sa mansarde, le soir, elle posait parfois sa joue contre le plancher froid, juste au-dessus de la cachette, comme si elle pouvait sentir la présence du secret, un lien tangible avec ces 2 voyageurs. Elle se sentait importante, investie d'une mission qui donnait un sens nouveau à ses journées. Elle était la gardienne de leur passé, en attendant qu'ils bâtissent leur avenir. La première nouvelle arriva comme une rumeur lointaine, une dissonance dans la grande symphonie de l'optimisme qui entourait le voyage inaugural. Un matin, le vendeur de journaux à la criée annonça d'une voix forte « Le Titanic a heurté un iceberg ». Communication interrompue. Autour d'Élise, les gens s'arrêtèrent. Un frisson d'inquiétude parcourut la foule. Un iceberg.
Dans l'Atlantique, c'était préoccupant, mais la panique ne s'installa pas tout de suite. Les premiers articles étaient rassurants. Le paquebot était équipé de compartiments étanches. Il était conçu pour être insubmersible. C'était la fierté de la technologie moderne. Les experts, cités dans les journaux, affirmaient qu'il s'agissait probablement d'un incident mineur. Le navire, disait-on, attendait simplement l'arrivée d'autres bateaux pour transférer ses passagers en toute sécurité. Élise s'accrocha à ces mots. Insubmersible. Ce mot résonnait comme une promesse divine. Bien sûr qu'ils allaient bien. Un simple contretemps, une aventure de plus à raconter. Elle imagina Adèle, peut-être un peu effrayée, serrée contre Julien qui la rassurait. Elle continua sa journée, vendant ses violettes, mais une angoisse sourde s'était installée dans son cœur. Elle guettait chaque nouvelle édition, chaque clameur des vendeurs de journaux, son oreille tendue pour capter le moindre fragment d'information. Le lendemain, le ton avait changé. L'optimisme prudent avait laissé place à une inquiétude palpable. Les titres étaient les plus gros, les mots plus graves. Aucune nouvelle directe du Titanic. Le silence radio persiste. L'inquiétude grandit à New York et à Londres. Le mot « insubmersible » commençait à être prononcé avec une pointe d'ironie amère. La ville retenait son souffle. Élise sentait la tension monter autour d'elle. Les conversations sur les terrasses de café n'étaient plus légères. On ne parlait que du navire perdu au milieu de l'océan. Elle ne vendit presque pas de fleurs ce jour-là. Les gens n'avaient pas le cœur à ça. Son propre cœur était une boule de plomb dans sa poitrine. Le soir, elle ne parvint pas à dormir. Chaque craquement de l'immeuble, chaque coup de vent dans la cheminée lui semblait être un sinistre présage. Puis vint le matin du 3e jour. Le ciel était bas et gris, comme si Paris portait déjà le deuil. Élise n'eut pas besoin d'attendre la voix du crieur public. Elle vit la foule, silencieuse et dense, massée devant le kiosque à journaux. Les gens ne parlaient pas. Ils lisaient, certains pleuraient en silence, d'autres avaient le visage décomposé par l'horreur. Élise se fraya un chemin, le souffle court, et elle vit la une. Les lettres étaient énormes, noires, brutales, des mots qui mettaient fin à tout espoir. Le Titanic a coulé, des centaines de morts, peu de survivants. Le monde s'effondra. Le bruit de la rue disparut. Les visages autour d'elle se muèrent en masques de douleur. Elle sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Couler. Le mot était absurde, impossible. L'insubmersible. Le palais flottant. Son rêve par procuration. Tout était anéanti, englouti par l'eau glaciale. Adèle, Julien, leur sourire sur la photographie, leur excitation, leur avenir. Les heures qui suivirent furent un brouillard de cauchemars. Les journaux commencèrent à publier les premières listes, incomplète, des survivants recueillis par le navire Carpathia. Élise acheta chaque édition, ses mains tremblantes rendant la lecture presque impossible. Elle parcourait les colonnes de noms, encore et encore, ses yeux brûlants de larmes retenues. Astor, Guggenheim, Strauss, des noms de millionnaires, de célébrités. Elle cherchait un nom simple, Julien, un prénom, Adèle, mais il n'y était pas. Chaque nouvelle liste publiée était un nouveau coup de poignard. L'espoir, déjà infime, s'amenuisait jusqu'à disparaître complètement. Ils étaient repartis. Ce soir-là, dans le silence glacial de sa mansarde, Élise s'assit sur son lit et fixa le plancher. Le secret, là, sous ses pieds, avait changé de nature. Ce n'était plus le gage d'un avenir radieux, le souvenir d'un départ heureux. C'était devenu une relique, un fragment d'une vie qui n'existait plus, une pierre tombale pour 2 fantômes qu'elle seule pouvait pleurer de cette façon. La promesse qu'elle avait faite à Adèle sur le boulevard ensoleillé résonnait maintenant dans le vide. Elle était la gardienne d'un secret orphelin, le dernier témoin d'un amour que l'océan avait réclamé. La question n'était plus de savoir quand elle accomplirait sa mission, mais si cette mission avait encore un sens. Que devait-elle faire, maintenant que les destinataires de sa promesse reposaient à jamais au fond de l'Atlantique? Les semaines qui suivirent la tragédie furent pour Paris un temps de deuil national et de débats houleux sur la faillibilité de la technologie. Les journaux étaient remplis de témoignages de survivants, d'analyses techniques du naufrage et de portraits poignants des victimes les plus illustres. Le nom du Titanic devint une cicatrice dans la conscience collective, un mémorial à l'orgueil humain. Mais peu à peu, comme toujours, la vie reprit son cours. D'autres manchettes chassèrent la catastrophe des premières pages. La ville tourna la page. Pour Élise, cependant, le temps s'était arrêté. La tragédie n'était pas un événement public, mais une blessure intime et secrète qui refusait de guérir. Chaque jour, en passant devant la table vide du Café de la Paix, une douleur sourde lui serrait le cœur. Elle était la dépositaire d'un deuil qu'elle ne pouvait partager avec personne. Comment expliquer à quiconque qu'elle, la petite marchande de violettes, pleurait un couple de riches clients? On la prendrait pour une folle, ou pire, pour une opportuniste, cherchant à s'inventer une connexion avec les défunts. Alors elle se taisait, et son silence était aussi lourd que le secret sous son plancher. Le petit paquet devint une obsession. Il n'était plus un simple objet, mais une présence. Dans le silence de sa mansarde, il lui semblait parfois l'entendre l'appeler, un murmure venu d'outre-tombe. Le poids de sa promesse la hantait. Elle avait juré de le garder, mais dans quel but?
Sa mission était-elle annulée par la mort? 3 chemins s'offraient à elle, chacun plus angoissant que l'autre. Le premier était celui de l'oubli. Elle pouvait jeter le paquet dans la Seine, laisser l'eau emporter ce dernier vestige et se libérer de ce fardeau. Reprendre sa vie d'avant, comme si Adèle et Julien n'avaient été qu'un rêve. Mais cette idée lui donnait la nausée. Ce serait les trahir une seconde fois, les laisser sombrer dans l'oubli comme leur navire avait sombré dans l'océan. Le deuxième chemin était celui de la passivité. Garder le secret pour toujours, le laisser dormir sous le plancher jusqu'à sa propre mort, un memento mori silencieux. C'était une option plus douce, une façon de leur rester fidèles. Mais était-ce vraiment ce qu'Adèle aurait voulu, qu'un secret si important, au point de le confier à une inconnue, se pétrifie dans la poussière d'une mansarde? Le troisième chemin était le plus terrifiant, celui de l'action. Tenter de retrouver la famille d'Adèle, mais cette pensée la glaçait d'effroi. Adèle et Julien fuyaient, c'était une évidence. Leur départ avait le goût de la clandestinité. Se présenter à la porte de la famille d'Adèle, une famille sans doute riche et puissante, serait comme entrer dans la fosse au lion. On pourrait l'accuser de vol, de chantage. On la broierait sans pitié. Pendant des nuits entières, Élise tourna et retourna ses options dans son esprit, jusqu'à l'épuisement. Et c'est au cœur d'une de ces nuits sans sommeil qu'une nouvelle certitude émergea, aussi claire et tranchante que le verre brisé. Il n'y avait qu'une seule façon de savoir ce qu'elle devait faire. Il fallait briser sa promesse pour mieux la servir. Il fallait ouvrir le paquet. La décision, une fois prise, lui apporta un calme étrange. Ce n'était plus de la curiosité, mais une nécessité, un acte de respect. Pour honorer la volonté d'Adèle, elle devait d'abord la comprendre. Avec des mains solennelles, comme une prêtresse accomplissant un rituel, elle souleva la latte de plancher. La petite boîte était là, intacte. Elle la ramena à la lueur de sa bougie, le cœur battant à tout rompre. Elle défit le nœud du mouchoir de soie et le mit délicatement de côté. La boîte était en bois de rose, simple, sans fioriture ni serrure. Elle n'était pas conçue pour être une forteresse, mais un écrin. Élise retint son souffle et souleva le couvercle. L'intérieur était tapissé de velours bleu nuit. Il ne contenait ni or, ni diamant. La première chose qu'elle vit fut une petite fleur, une violette séchée, parfaitement conservée. Le souffle lui manqua. C'était une de ces fleurs, un lien silencieux, un message pour elle seule, qui lui disait que le choix d'Adèle n'avait pas été un hasard. Sous la fleur reposait une pile de lettres liées par un ruban de satin. Élise n'osa pas les lire. C'était une correspondance intime, le cœur secret de leur amour. À côté des lettres, un document officiel plié en 4. En le dépliant, elle reconnut des mots qu'elle avait déjà vus, certificat de mariage. Adèle et Julien s'étaient mariés en secret, quelques jours seulement avant leur départ. C'était donc cela, la raison de leur fuite. Un amour interdit, scellé contre la volonté d'une famille puissante. Et puis, tout au fond de la boîte, il y avait une dernière enveloppe, plus épaisse que les autres. Elle n'était pas cachetée. Sur le dessus, l'écriture d'Adèle, fine et élégante, traçait un nom et une adresse. Mais la destination n'était ni New York, ni l'Amérique. C'était une adresse à Paris, dans le quartier du Marais. Et le nom n'était ni celui de Julien, ni celui d'un parent inconnu. C'était un prénom, pour Geneviève. Une vague de compréhension submergea Élise. Le paquet n'était pas destiné à voyager. Ce n'était pas un pont vers leur avenir, mais une ancre laissée dans leur passé. Une bouée de sauvetage, un message d'urgence destiné à quelqu'un qu'ils laissaient derrière eux. Sa mission n'était pas terminée. Elle n'avait même pas encore commencé. Elle tenait dans ses mains les derniers mots d'une sœur, le testament d'un amour tragique. Son rôle n'était plus celui d'une gardienne passive, mais celui d'une messagère. Elle devait trouver cette Geneviève. Elle le devait à Adèle. Elle le devait à la petite violette séchée qui reposait au fond de la boîte. Son propre destin venait de basculer, la propulsant hors de l'ombre de son coin de rue pour la lancer dans une quête dont elle ne pouvait mesurer ni les enjeux, ni les périls. La décision de livrer le message transforma la peur d'Élise en une détermination froide et tranquille. C'était la dernière chose qu'elle pouvait faire pour Adèle, un dernier service rendu à sa mémoire. Le lendemain matin, elle ne se rendit pas à son coin de rue habituel. Elle lava son visage avec une application particulière, coiffa ses cheveux du mieux qu'elle put et enfila sa seule robe correcte, une simple robe de coton sombre, usée, mais propre. Elle glissa la petite boîte en bois de rose dans un sac en toile et quitta sa mansarde. Le voyage jusqu'au Marais fut comme la traversée d'un pays étranger. En s'éloignant de ses quartiers, les rues s'élargissaient, les immeubles devenaient plus majestueux, ornés de balcons en fer forgé et de portes cochères monumentales. L'air lui-même semblait plus léger, moins chargé des odeurs de la pauvreté. Élise se sentait terriblement visible, une petite souris grise dans un monde de ponts. Chaque regard posé sur elle lui semblait la juger, la cataloguer, la renvoyer à sa condition. Elle serra plus fort son sac contre elle, la petite boîte lui donnant un courage qu'elle ne pensait pas posséder. L'adresse la mena devant un hôtel particulier imposant, protégé de la rue par un mur de pierre et une immense grille noire. C'était une forteresse, conçue pour tenir le petit peuple à distance.
Le silence qui en émanait était plus intimidant que le brouhaha de son propre quartier. Elle hésita un long moment, le cœur battant, puis, prenant une profonde inspiration, elle tira sur la chaîne de la cloche. Un silence, puis des pas lents et lourds se firent entendre de l'autre côté. Un guichet s'ouvrit dans la porte, et un visage sévère, celui d'un majordome d'un certain âge, l'examina avec un mépris à peine voilé. « C'est pourquoi ?» demanda une voix glaciale. Élise, la gorge sèche, répondit d'une voix qu'elle espérait plus assurée qu'elle ne la sentait. « Je dois voir mademoiselle Geneviève. J'ai un message personnel pour elle. » Le majordome eut un ricanement silencieux. « Mademoiselle ne reçoit pas les gens comme vous. Partez. » La grille n'allait pas s'ouvrir. La forteresse allait rester inviolée. C'est alors que l'image du sourire doux d'Adèle lui revint en mémoire. Elle puisa sa force dans ce souvenir. « Le message vient de sa sœur, Adèle, » lança-t-elle, sonnant comme un défi. Le nom produisit un effet immédiat. Le mépris sur le visage du majordome laissa place à une stupeur prudente. Il la dévisagea un instant, puis, sans un mot, le guichet se referma. Élise attendit, le cœur suspendu, se demandant si elle avait commis une terrible erreur. Après une attente qui lui parut une éternité, elle entendit le bruit d'un lourd verrou qu'on tirait. La petite porte piétonne s'entr'ouvrit. « Entrez, et ne touchez à rien !» grogna le majordome. Il la conduisit à travers une cour pavée, et la fit entrer, non pas dans le hall principal, mais dans une petite antichambre froide et sans fenêtre, meublée d'une seule chaise. « Attendez ici. » L'attente fut une nouvelle épreuve. Le silence de la maison était pesant, un silence de deuil et de secret. Elle entendit des murmures lointains, des pas feutrés sur un parquet. Finalement, la porte s'ouvrit. La jeune femme qui se tenait sur le seuil ressemblait à Adèle, mais comme une version éteinte, une esquisse au fusain à côté d'une peinture à l'huile. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds, son visage pâle et ses yeux cernés par le chagrin. C'était Geneviève. Son regard était méfiant. « Vous avez dit que vous aviez un message de ma sœur ?» Sa voix était à peine un murmure. Élise se leva. Sans un mot, elle sortit la boîte en bois de rose de son sac et la tendit à Geneviève. Dès que ses doigts effleurèrent le bois, un frisson parcourut la jeune femme. Elle la reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent et elle porta une main à sa bouche. Elle fit entrer Élise dans une petite bibliothèque, à l'abri des regards, et referma la porte. Tremblante, elle s'assit et ouvrit la boîte. En voyant la violette sécher, puis les lettres, un sanglot lui échappa, un son de pure agonie. « Comment ? Où avez-vous eu ça ?» Élise raconta alors son histoire aussi simplement qu'elle le pouvait. La marchande de fleurs, la gentillesse d'Adèle, le paquet confié juste avant le départ. Pendant qu'elle parlait, Geneviève décacheta la dernière lettre, celle qui lui était adressée. Elle la lut, les larmes coulant sans bruit sur ses joues. Le silence qui suivit la lecture fut encore plus lourd. Puis Geneviève releva la tête, et son regard n'était plus seulement triste. Il y avait une lueur de colère, une étincelle de rébellion. « Ils m'ont menti », dit-elle, sa voix gagnant en force. « Mon père, il a tout orchestré. Il a dit qu'Adèle était partie se reposer à la campagne avant le voyage. Il a fait semblant d'accepter son départ tout en la reniant. » La lettre d'Adèle, comme Élise le comprit à travers les phrases brisées de Geneviève, n'était pas un simple adieu. C'était un appel au combat. Adèle y décrivait la tyrannie de leur père, son refus catégorique de la laisser épouser Julien, un artiste sans fortune qu'il jugeait indigne de leur nom. Elle révélait son mariage secret et le plan de fuite vers l'Amérique, le seul moyen pour eux de vivre leur amour. Et surtout, elle suppliait Geneviève de ne pas se laisser briser à son tour, de trouver la force de vivre sa propre vie, loin de l'influence toxique de leur père. Les lettres et le certificat de mariage étaient la preuve. La vérité qu'on lui avait cachée. C'était l'héritage d'Adèle. Non pas de l'argent ou des bijoux, mais le courage. Élise regardait cette jeune femme se transformer sous ses yeux. La jeune fille, accablée de chagrin, laissait place à une femme qui comprenait enfin l'étendue de la trahison dont sa sœur et elle avaient été victimes. Elle se leva, tenant la lettre contre son cœur comme une armure. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait, » dit-elle à Élise, ses yeux brillants de larmes, mais aussi d'une nouvelle résolution. « Vous m'avez rendu ma sœur, vous m'avez rendu la vérité. » Élise avait accompli sa mission. Elle avait livré le message. En sortant de l'hôtel particulier, en retrouvant le soleil et le bruit de la rue, elle se sentait changée. Elle n'était plus une spectatrice anonyme du monde. Elle avait été un rouage du destin, la messagère qui avait apporté une vérité capable de libérer une âme. La grande grille se referma derrière elle, mais pour la première fois, elle avait l'impression que ce n'était pas elle qui était enfermée dehors, mais les autres qui étaient prisonniers à l'intérieur. Le retour d'Élise à sa propre vie fut comme le réveil d'un long rêve. Son coin de rue, son panier, ses fleurs, tout était identique, et pourtant, elle ne les voyait plus de la même manière. Les visages des passants n'étaient plus seulement des clients potentiels,
ou des figures indifférentes. Chacun d'eux était désormais le porteur d'une histoire invisible, d'un secret, d'un amour ou d'un chagrin qu'elle ne connaîtrait jamais. Son aventure l'avait dotée d'une nouvelle forme de vision, une empathie profonde pour les drames silencieux qui se jouent derrière les masques sociaux. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir de nouvelles de ce monde, un messager vint la trouver. Geneviève souhaitait la voir. La rencontre n'eut pas lieu dans la forteresse du Marais, mais dans un petit salon de thé discret. Geneviève n'était plus la jeune femme en deuil et effrayée. Elle avait quitté la maison de son père. Armée de la vérité contenue dans la boîte, elle l'avait confrontée, non pas dans une explosion de colère, mais avec une force tranquille et inébranlable. Elle n'avait pas cherché à créer un scandale public, mais à réclamer son héritage moral, le droit de faire son deuil de sa sœur, et de l'homme qu'elle aimait, et le droit de vivre sa propre vie. Elle avait utilisé sa part de l'héritage de sa mère pour s'installer seule et, en l'honneur de Julien, avait créé une petite bourse pour aider les jeunes artistes sans le sou. L'histoire d'Adèle et Julien ne s'était pas terminée dans les eaux glacées de l'Atlantique. Grâce à elle, elle s'était transformée en un acte de création et d'espoir. Geneviève, pleine de gratitude, offrit à Élise une somme d'argent considérable, assez pour la mettre à l'abri du besoin pour le restant de ses jours. Elle lui proposa également un poste de dame de compagnie, une vie de confort et de sécurité. L'ancienne Élise, celle qui vivait au jour le jour, aurait accepté sans une seconde d'hésitation. Mais celle qui se tenait devant Geneviève n'était plus la même. Elle avait appris d'Adèle et de Julien que la vraie liberté n'était pas le confort, mais le droit de choisir son propre chemin. Elle accepta une petite partie de l'argent, non comme une charité, mais comme un cadeau en mémoire de sa sœur, un capital de départ. Elle refusa poliment le poste. Elle ne voulait plus jamais être une servante. Avec les quelques billets qu'Adèle lui avait laissés, et le petit pécule de Geneviève, Élise fit quelque chose d'inimaginable quelques mois plus tôt. Elle quitta son coin de rue. Elle loua une petite boutique dans un passage couvert et ouvrit son propre magasin de fleurs. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques mètres carrés remplis du parfum des roses et des lilas, mais c'était à elle. Sur sa modeste enseigne, elle fit peindre un nom, à la Violette d'Adèle. Personne, à part elle, ne connaissait la signification de ce nom, mais c'était son hommage secret, son rappel quotidien qu'un simple acte de bonté pouvait faire germer un destin. Elle n'est jamais devenue riche, mais elle a été libre. Et dans son petit monde de pétales et de parfums, elle a souvent pensé au couple de la photographie, non pas avec tristesse, mais avec une profonde reconnaissance. Il lui avait confié un secret, et en retour, il lui avait montré le chemin vers sa propre vie. Alors, regardez cette photographie une dernière fois. Au début, nous voyons un couple innocent, figé quelques instants avant la tragédie. Une image empreinte de la douce mélancolie des fins inévitables. Mais maintenant, nous voyons autre chose. Nous voyons le courage dans le sourire d'Adèle, un sourire qui défie une famille tyrannique pour l'amour. Nous voyons la fierté dans le regard de Julien, celle d'un homme qui a gagné le cœur de la femme qu'il aimait contre toute attente. Et puis, nous voyons cette silhouette floue en arrière-plan. Ce n'est plus une passante anonyme, c'est Élise, la véritable gardienne de l'histoire, l'héroïne invisible sans qui la vérité aurait sombré avec l'épave. Cette photographie n'est pas l'image d'une fin, c'est l'image d'un passage de témoin, la chronique d'un secret qui, confié à la plus humble des mains, a survécu à la mort et à l'océan pour faire fleurir la liberté et créer un héritage. C'est la preuve que les histoires les plus puissantes ne sont pas toujours celles qui sont au premier plan, mais souvent celles qui se cachent, silencieuse, juste derrière.